À qui s'adresse ce livre? Écoutez, ce livre ne s'adresse pas directement aux spécialistes, parce qu'ils auront matière à trouver ailleurs tout ce qu'il faut sur ces termes, et ils connaissent déjà la question. Je m'adresse plutôt dans le livre à des étudiants, à des gens curieux, à des élèves de terminale par exemple, mais aussi à de simples lecteurs curieux d'aborder des questions de philosophie générale, par une voie originale, c'est-à-dire une voie originale, celle des mots justement en isme, qui sont des mots abondamment utilisés, peut-être trop dans les débats politiques, dans les débats philosophiques, débats idéologiques, moraux. Aujourd'hui, on n'arrête pas de se, je dirais presque de s'insulter à travers les mots en isme. On se traite d'idéaliste ou de matérialiste selon sans trop savoir ce que ça veut dire. Et ça m'a semblé intéressant peut-être d'y voir un peu plus clair dedans. D'autant plus que moi j'avais besoin d'y voir plus clair et enseigné longuement la philosophie et autres. Et c'était des mots qui étaient des mots difficiles, donc il m'a semblé peut-être intéressant de les clarifier un petit peu pour un public qui n'est pas un public, comme je le rappelle, de spécialistes. Hein. Alors pourquoi choisir les mots en isme pour aborder des questions classiques de la philosophie? C'est une approche curieuse car le vocabulaire est aussi ambigu que rebarbatif et parfois même éculé. Oui, tout à fait. Non, non, c'est vrai, vous avez raison. Le vocabulaire est usé, même usé par le temps, usé par les discours, usé par les emplois dans différents domaines de l'idéologie et je dirais même épuisé. Vous dites éculé, on pourrait dire épuisé le vocabulaire. Mais je l'ai choisi pour une raison, moi, qui m'a passionné avec le temps, c'est que ces mots ne sont jamais solitaires. Ils se présentent toujours dans des antinomies, dans des oppositions. En apparence, on est idéaliste, ou on est matérialiste, ou on est spiritualiste, ou on est ceci ou cela. En réalité, pas du tout. C'est des mots qui sont en opposition. Et à travers cette opposition, on devine ou on sent qu'il y a un problème. Et que c'est un problème qui a marqué toute l'histoire de la philosophie et qui nous marque encore. Par exemple, l'opposition entre Platon, idéaliste, classé idéaliste, et Aristote, matérialiste ou plutôt empiriste ou sensualiste même. Cette opposition-là, elle est présente aujourd'hui dans la philosophie anglo-saxonne opposée à la philosophie traditionnelle européenne, disons, et elle reste là. Et c'est toujours à travers ces mots-là que ça renaît. Donc il me semble que ces mots, pour éculés qu'ils soient, sont des outils peut-être intéressants pour aller derrière les mots, pour trouver le problème qui est derrière. Et le problème philosophique qui reste, je dirais, qui est toujours préoccupant, quoi. Voilà Pourquoi ne pas avoir choisi la forme dictionnaire ou glossaire, peut-être plus pratique? Oui, c'est vrai. Il y a un index à la fin de l'ouvrage qui permet de retrouver dans le livre les principales occurrences. Pas toutes d'ailleurs, j'ai pas fait, c'est pas exhaustif, je prétendais pas l'être, et puis ce serait un index interminable, c'est pas le but. J'ai choisi la forme plutôt par thème plutôt que par ordre alphabétique. J'aurais pu commencer effectivement à A et terminer à Z, citant des zététiques, commencer par zététisme et commencer... Non, c'était pas le but. J'ai cherché à regrouper les notions selon les grands thèmes de la tradition philosophique. On pourrait me reprocher d'être traditionnaliste, je le suis sans doute, mais de la tradition philosophique au sens où les stoïciens, les épicuriens disaient, au fond, il y a trois grands moments dans la philosophie. Il y a une partie qui est connaître, la connaissance. Pourquoi connaître, comment connaître, qu'est-ce que nous connaissons, quelle est la valeur de la connaissance. Une deuxième partie, c'est ce que nous connaissons, c'est-à-dire l'être lui-même, et enfin la morale. Pour eux, c'était la canonique, la physique et l'éthique. Voilà le champ général. Alors je les ai regroupés de cette manière-là, en 8 chapitres ou 7 chapitres différents, qui sont plus thématiques, donc, et peut-être plus philosophiques. Je veux dire par là plus philosophiques parce qu'ils engagent une réflexion. Alors que le dictionnaire a tendance un peu à aplatir. En plus, le dictionnaire crée une illusion, moi qui me chagrine toujours, même si certains dictionnaires sont d'une qualité exceptionnelle, je pense au Lalande ou autres, vocabulaire technique et critique de la philosophie, mais parce qu'ils sont critiques. Ils sont intéressants parce qu'ils sont critiques. Autrement, on a toujours l'impression en philosophie qu'on cherche la bonne définition. Or, il n'y a pas, dans les mots en isme, il n'y a pas de bonne définition. Il y a toute une histoire qui a teinté ces mots de connotations diverses, et il faut essayer de s'y retrouver pour voir ce qu'ils ont derrière, ce qu'ils ont dans le ventre, ces mots-là. Et essayer de les faire accoucher de ce qu'ils ont dans le ventre. Ça a été
pour ça que j'ai pas fait par ordre alphabétique, parce qu'alphabétique c'était idéalisme, c'était terminé. Alors que là, je pouvais mettre idéalisme en face d'empirisme, ou de réalisme, ou de matérialisme, vous voyez, de les faire jouer dans des jeux de miroir où ils s'éclairent réciproquement. Un dernier point, on ne trouve pas dans votre énumération les termes ismatiformes, qui renvoient par exemple à des doctrines d'auteurs comme le platonisme, le cartésianisme, le kantisme, le marxisme, etc., dont les philosophes pourtant sont si friands. Alors pourquoi ce choix ? Ben, j'ai évité ces mots-là, d'abord parce que je dépassais à ce moment-là les 300 pages et que l'éditeur aurait tiqué, peut-être, je suppose, hein. Mais surtout, non, c'est pas la véritable raison. La véritable raison, c'est que c'est les doctrines d'auteur en isme, qui sont doctrines d'auteur et non pas idée générale de ce qu'on appelait traditionnellement philosophie générale et non histoire de la philosophie. Les doctrines d'auteur sont tellement variées et énormes qu'il est impossible de les traiter en quelques mots, même en 3-4 pages. On peut s'amuser, et puis il y a d'excellents ouvrages là-dessus, déjà qui sont faits, des résumés de doctrine, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais surtout parce que c'est infaisable, ne serait-ce que prenez platonisme par exemple, pour éclairer le platonisme, il y a 10 rayons de bibliothèque à la nationale, enfin c'est impossible de faire le tour, et puis surtout c'est très compliqué. Alors je les cite, ou j'y fais référence parfois, par exemple à propos de Hegel, entre le Hegel qui serait quasiment marxiste et le Hegel qui serait quasiment de droite, spiritualiste et de droite, l'esprit à la fin en soi pour soi, c'est sûr qu'il y a des conflits qui sont terribles, mais à ce moment-là, c'est un ouvrage sur Hegel qu'il faut écrire, ça n'est plus un... Donc j'ai évité les mots en isme qui font référence à des auteurs personnellement. Alors j'en parle, les auteurs sont cités abondamment, je ne fais que ça, mais c'est plus des points d'appui pour éclairer des problèmes plus qu'une analyse de l'auteur en lui-même. Voilà, je me sers des auteurs. Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Eh bien, en un mot, j'étais professeur de philosophie agrégé, docteur d'État. Maintenant je suis professeur émérite puisque la retraite est venue me frapper de plein fouet et m'a permis de travailler beaucoup plus d'ailleurs pour les éditions, pour différents éditeurs, en particulier chez L'Harmattan bien sûr, avec un ami à moi qui est Jean Lombard. Nous co-dirigeons la collection Éducation et philosophie, et nous avons publié pas mal d'ouvrages, à la fois historiques, puisqu'il s'agissait de ressortir des livres qui étaient qu'on trouvait difficilement, des essais et aussi des analyses contemporaines sur l'éducation, d'auteurs qui nous envoient leurs manuscrits. Voilà, et avec grand plaisir.